Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Si Victor Wembanyama avait été simplement mauvais lors de ce match 2, est-ce qu'on parlerait autant de lui aujourd'hui? Moi, ce qui m'inquiète franchement, c'est pas son niveau, c'est plutôt que pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression qu'on a vu un Wemby complètement sur les rotules. Cette vidéo, je l'ai même pas soumise au vote Instagram, c'est juste que là, avec ce qu'on vient de voir lors de ce match 2, c'était impossible pour moi de parler d'autre chose. Ceci dit, le sondage pour la prochaine grosse vidéo est en cours, avec 6 sujets que je vous ai proposés là-bas. Promis, je vais faire de mon mieux pour sortir la vidéo que vous aurez choisie dès ce week-end, autant que possible. Donc si vous me suivez pas encore sur Insta, c'est l'heure de le faire et de me rejoindre sur le canal pour voter. Et tant qu'on y est, abonnez-vous ici aussi, parce que entre les finales NBA et toutes les dingueries qui vont arriver derrière, avec l'off-season, on va pas du tout manquer de sujets de discussion sur cette chaîne. Mais pour revenir à notre vidéo, le truc fou, c'est que Wemby n'a même pas fait un match pourri. Il termine à 29 points, 9 rebonds, 4 contre. Il relance les Spurs dans le 4e quart-temps, puis il leur redonne l'avantage à moins d'une minute de la fin. Sauf qu'au final, l'image qui reste, c'est cette passe dans le dos de Castle, cette faute sur Brunson et ce tir raté au buzzer. Donc forcément, j'ai envie de me poser la question, est-ce qu'il fait juste une erreur de jeunesse, ou est-ce qu'on voit surtout un joueur qui commence à payer le prix de toute sa saison intense? C'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, alors installez-vous bien, on part là-dessus. Pour bien comprendre cette situation, faut repartir de cette fin de match, parce que San Antonio était quasiment mort quelques minutes plus tôt. À moins de 7 minutes de la fin, les Spurs sont menés 97-83, les Knicks contrôlent tout, et puis d'un coup, San Antonio claque un 14-0. Wemby protège le cercle, marque, remet de l'ambiance dans la salle, puis à 57 secondes de la fin, il inscrit ce panier avec la faute qui redonne l'avantage aux Spurs. À ce moment-là, tu te dis presque, on est peut-être en train d'assister au match fondateur de sa carrière. Voilà pourquoi ce qui s'est passé ensuite pique autant. Parce qu'à 104-104, Wemby fait d'abord exactement ce qu'on attend de lui. Brunson attaque, il conteste, il force le tir raté, il prend le rebond, le plus dur est fait. La balle est dans les mains de ton meilleur joueur, tu peux calmer le jeu, appeler un temps mort, organiser l'attaque. Sauf que Victor relance tout de suite vers Castle qui part déjà en contre-attaque et lui tourne le dos. À mon sens, c'est pas un hasard. Castle pense sûrement que Wemby va garder le ballon. La passe part, tape son dos, Brunson récupère, faute, les Knicks reprennent la main. Le plus dur, c'est que New York ne fait même pas un finish de légende pour remporter ce Game 2. Et c'est ça qui rend l'action horrible. New York ne sort pas une prise à deux de l'espace, il n'y a pas une interception de génie, pas un piège parfait, rien. C'est juste une passe qui ne doit jamais partir à ce moment-là. À moins de 10 secondes de la fin d'un match de finale, ce genre de ballon perdu, ça fait très mal. Je suis pas en train de massacrer Victor, il l'a assumé lui-même, mais sur l'action, il fait le plus dur, et derrière, il perd le fil. Surtout qu'après, il a quand même le ballon du match, celui qui peut lui permettre de rattraper sa connerie. Brunson ne met qu'un lancer sur deux, les Spurs récupèrent le rebond, temps mort, Fox récupère la gonfle, écran, pas de switch, il trouve Wemby, tir à mi-distance, propre, dans ses zones. Franchement, c'est pas un mauvais shoot, Castle l'a dit après le match, Victor a déjà mis ce tir des centaines de fois. Le souci, c'est qu'il arrive après la balle perdue, après la faute, après cette impression que le match lui échappe au moment où il devait le verrouiller. Et là, quand le ballon tape le cercle, l'image devient terrible. Sa phrase d'après-match, en fait, elle résume presque tout. Victor a expliqué qu'il avait eu le sentiment que son corps avait réagi plus vite que son esprit. Franchement, je trouve ça hyper parlant. Il ne rate pas cette action parce qu'il ne sait pas jouer au basket, évidemment. Il la rate parce qu'il va trop vite dans le geste, trop vite dans la lecture, trop vite dans l'émotion. Et quand lui-même parle de manque de sang-froid, on peut difficilement nier. Maintenant, faut éviter le piège classique des réseaux et lui tomber dessus trop vite. Parce qu'aujourd'hui, on parle surtout de la passe qui rebondit dans le dos de Castle, de la faute sur Brunson et du tir raté. Sauf qu'un match NBA ne se joue pas sur une minute. Sur l'ensemble de sa soirée, Wemby ne fait pas un mauvais match. Au contraire, après son Game 1 à 6 sur 21, là, il répond présent, clairement. J'ai même trouvé, même si ça a pris du temps, que c'était un vrai revival après son premier match. Son Game 2, en vrai, il est coupé en deux. La première mi-temps, il fait un peu flipper. Seulement 7 points, peu de tirs, peu d'impact offensif. Par moments, Wemby donne presque l'impression de regarder le match passer, pendant que Karl Anthony Towns contrôle beaucoup plus de choses. Alors oui, les Spurs l'oublient parfois en attaque, mais quand t'es le franchise player, tu dois aussi forcer le truc, réclamer la balle, prendre de la place, te rendre impossible à ignorer. Après la pause, par contre, le passage au vestiaire lui fait énormément de bien, c'est plus le même joueur. Parce qu'en deuxième mi-temps, Victor inscrit 22 points, il met 9 tirs sur 17 et redevient le moteur des Spurs. On retrouve son agressivité, son activité défensive,
offensive, son impact des deux côtés du terrain, et son quatrième quart-temps est énorme, 10 points, 2 contre, plusieurs actions qui relancent San Antonio. Quand les Spurs reviennent de moins 14 à égalité, il est partout, on peut pas dire qu'il disparaît sous la pression. Le plus gros symbole pour moi, c'est ce fameux end-one à moins d'une minute de la fin, ça m'a fait clairement me lever de mon canapé. Parce qu'à 57 secondes du buzzer, il reçoit la balle en transition, absorbe le contact, marque et obtient la faute. Les Spurs repassent devant 104-102. À ce moment-là, il est littéralement en train de transformer une soirée compliquée en match référence, et c'est précisément pour ça que je refuse de résumer son game 2 à ses erreurs finales. Un joueur qui fuit les grands moments ne réalise pas cette action-là, un joueur qui s'effondre sous la pression ne porte pas le comeback de son équipe pendant plusieurs minutes. C'est pour ça, pour moi, le vrai problème il vient d'ailleurs. Le sujet au fond il est là, Wemby peut encore produire, il peut encore faire très mal, il peut encore porter un comeback, mais est-ce qu'à 22 ans il peut le faire jusqu'à la toute dernière possession sans perdre en lucidité? Et là c'est plus flou. Sur ce match il a l'énergie pour ramener les Spurs dans la partie, mais pas forcément la fraîcheur pour terminer proprement le boulot, et c'est cruel parce que sans lui, San Antonio ne revient sûrement jamais, mais avec ses erreurs finales, le comeback reste inachevé. C'est autour de ça qui se situe pour moi le vrai sujet de cette vidéo. La fatigue, on l'imagine souvent comme un mec qui met les mains sur les genoux et qui n'a plus de jambes, mais parfois c'est plus vicieux que ça, c'est un tir un peu trop compliqué, une passe qui part trop tôt, un lancer franc qui ressort, une possession où il faudrait juste ralentir, sauf que ton corps a déjà appuyé sur tous les boutons que t'avais. Et dans ce game 2, franchement, tous ces signaux-là, on les a vus. Déjà les lancers francs, Wemby finit à 5 sur 8, ce n'est pas la catastrophe du siècle, on est d'accord, mais tu perds d'un point, donc forcément ces 3 lancers ratés, tu les regardes autrement, surtout pour un joueur qui tourne autour de 83% sur la saison. Je vais pas vous dire que ça explique tout, mais dans un match comme ça, c'est le genre de petit détail qui me fait tiquer. Autre signal très important, le choix de ses tirs dans le money time, très loin du cercle pour la plupart. À 1 minute 37 de la fin, il prend un step back compliqué, à 30 secondes, un pull-up à mi-distance assez rapide, puis sur la dernière possession, se tire à 5 ou 6 mètres pour gagner. Encore une fois, ce dernier shoot n'est pas mauvais, il est dans ses zones, mais sur l'ensemble de la séquence, au lieu de simplifier, d'attaquer le cercle ou de chercher la faute ou le contact, il se retrouve plusieurs fois sur des tirs difficiles loin du panier. Après là-dessus, je veux pas non plus en faire des tonnes, et j'ai clairement des nuances et des précisions importantes à apporter. Parce que Wemby n'est pas un pivot classique, son tir extérieur, son step back, son pull-up, ça fait partie de son jeu, et c'est aussi ce qui le rend presque impossible à défendre. Sauf qu'en fin de match, quand les jambes piquent, un tir difficile devient encore plus difficile. La question n'est pas de savoir s'il a le droit de prendre ses tirs, bien sûr qu'il a le droit. La vraie question c'est, est-ce que c'était la solution la plus simple pour gagner? Et franchement, avec le recul, je pense pas, c'est ça qui me travaille un peu aujourd'hui. Sa phrase d'après-match, elle me reste vraiment en tête. Quand il dit que son corps a réagi plus vite que son esprit, tu revois direct la passe vers Castle. Il voit une ouverture, il envoie la balle, mais il manque le petit temps de réflexion, le truc tout bête. Regardez si Castle suit l'action. Réaliser qu'à 104-104, t'as pas besoin de te précipiter. Tu peux garder la balle 2 secondes de plus, y a pas de souci avec ça. Parce que 2 secondes, surtout dans une rencontre serrée comme ça peut changer le cours du jeu. Et je veux vraiment être clair là-dessus, la fatigue n'efface pas l'erreur. Victor doit faire mieux. Quand t'es le franchise player des Spurs, cette possession, tu dois la verrouiller. Mais la fatigue peut t'aider à comprendre pourquoi il se précipite. Un joueur cramé ne devient pas nul d'un coup. Par contre, il traite les infos moins vite, la passe paraît ouverte, le tir paraît jouable, la possession demande du calme, et ton cerveau est déjà parti sur la suite. Et si on fait un comparatif avec Brunson, en plus, c'est assez violent le final, et comment ça se termine. Brunson, lui, fait un match assez sale au niveau de l'adresse. 20 points, mais 7 sur 25 au tir. Franchement, c'est pas beau. Mais dans la dernière minute, il ne tremble pas. Il met le tir pour égaliser, récupère la balle perdue, provoque la faute, met le lancer franc de l'avantage. Wemby, de son côté, met 29 points, porte le retour, impressionne physiquement, et pourtant, sur les 30 dernières secondes, il perd en lucidité. C'est dur, mais les finales sont comme ça. Elles peuvent te juger sur un moment minuscule. La question maintenant, elle est simple. Pourquoi il arrive dans cet état-là, à ce stade-là de la saison? Le moment le plus important. La fatigue de Wemby, elle ne sort pas de nulle part dans les 30 dernières secondes du match 2. Ça fait des semaines que ça s'empile. Il arrive en finale avec un kilométrage énorme, une charge mentale énorme et des responsabilités quand même assez folles pour un mec de 22 ans. Déjà, le point le plus simple à observer, c'est ses minutes, et faut les regarder correctement. Sur ses playoffs, Wemby tourne autour de 33 minutes par match. Pour une superstar, ça ne paraît pas fou, sauf que ce chiffre est trompeur. Il inclut le match contre Portland, et compté après sa chute sur le visage, et celui contre Minnesota où il est expulsé très tôt. Sur ces deux matchs, il joue à peine plus de 10 minutes. Si on les sort du calcul, on se rapproche plutôt des 36 minutes par match. Pour un joueur de 2m24 dans sa première campagne de playoff, ça change tout. Surtout qu'il faut le dire aussi, les minutes qu'il joue, Wemby, elles sont pas tranquilles. Il reste pas dans un corner à attendre un tir ouvert. En attaque, il doit créer, finir, attirer les aides, jouer loin du cercle, courir sur tout le terrain. En défense, il doit protéger le cercle, sortir sur les extérieurs, contester, prendre les rebonds, réparer les erreurs. Chez certaines stars, la fatigue vient surtout de l'attaque. Chez lui, elle vient aussi de la défense. C'est très important de prendre ça en compte. Puis son parcours aussi, si on est réaliste, il faut se rendre compte qu'il a été violent.
Dès le premier tour contre Portland, il tombe sur le visage et passe par le protocole commotion. Contre Minnesota, la série devient plus physique, plus rugueuse, plus lourde dans les contacts. Puis contre OKC, on monte encore d'un cran niveau violence. Il y a le Game 1 de finale de conférence aussi, double prolongation, 49 minutes, 41 points, 24 rebonds. Monstrueux, mais forcément coûteux. Et la série va jusqu'au Game 7, où il joue encore près de 42 minutes. Donc avant même les finales, il avait déjà payé très cher physiquement. Et ça, c'est ce que les moyennes ne racontent pas. Vous voyez plus de 23 points, plus de 10 rebonds, plus de 3 contres, et vous vous dites, ok, il produit, c'est bon. Sauf que les chiffres ne disent pas combien de fois il doit fermer un corner en sprintant, revenir au cercle, contester un drive, sécuriser le rebond, puis repartir comme première option. Les stats racontent la production, beaucoup moins le prix de cette production. Et cette fatigue-là, en plus, les Knicks ont réussi à trouver comment la faire encore grimper. New York ne joue pas comme si Wemby était juste un monstre à éviter près du cercle, ils essaient de le bouger, de le faire sortir, de lui poser une question toutes les 3 secondes, pick and roll, fixation, passe extérieure, drive, extra passe, tir dans le corner, et à chaque fois, Victor doit réfléchir. Est-ce que je reste près du cercle? Est-ce que je sors sur Towns? Est-ce que j'aide? Est-ce que je reviens au rebond? Au bout d'un moment, ça use tous ces choix possibles. Ouais, clairement, du côté new-yorkais, on est sur un vrai travail d'usure là. Quand 4 s'écarte, Wemby doit sortir de la raquette. Quand les Knicks enchaînent les drive and kick, toute la défense des Spurs doit bouger, et Victor se retrouve souvent à couvrir plusieurs problèmes en même temps. C'est pas forcément spectaculaire sur une seule action, mais possession après possession, ça tape dans les muscles. Une sortie sur Towns, une aide dans la peinture, un close-out, un rebond, une transition. Pris séparément, ça paraît normal, mais après 35 ou 40 minutes, après 3 séries, après un Game 7, après les coups reçus, les chutes et les prolongations, ça finit par coûter très cher. Les Knicks le savent tout ça, ils en abusent, et c'est là que leur jeu devient vraiment intelligent. New York n'a pas éteint Wemby, faut pas raconter n'importe quoi, même fatigué, il plante 29 points, il contre, il dissuade, il fait peur. Par contre, ils lui font payer chaque action, chaque point demande plus d'énergie, chaque stop demande plus d'intensité, chaque possession défensive l'oblige à réfléchir, courir, compenser, et en finale NBA, parfois, ton talent est toujours là, mais ta marge d'erreur, avec l'usure, elles font très très vite. Et même si je sais que je vais me faire des ennemis en parlant de ça, je veux aussi évoquer sa saison régulière. En vrai, je comprends totalement pourquoi Wemby a couru après l'histoire. Cette saison, elle devait valider énormément de choses. Son retour après sa thrombose veineuse, le changement de dimension des Spurs, le DPOY, la sélection All-NBA, la discussion MVP, et surtout cette idée que Victor n'était plus seulement le futur de la ligue, il était devenu l'un des visages du présent. Sauf que pour valider ça, forcément, il fallait jouer, beaucoup jouer. Et là-dedans, il y a évidemment cette règle des 65 matchs qu'il faut évoquer. Pour être éligible aux gros trophées individuels et aux équipes All-NBA, il faut atteindre ce seuil. Donc la gestion change. Tu ne te demandes plus seulement si le joueur peut jouer, tu te demandes aussi si une absence de plus peut lui coûter sa saison individuelle. Wemby avait déjà manqué du temps avec son moulet, les Spurs l'avaient repris doucement, avec des minutes limitées, normales, mais derrière, sa marge avait quasiment disparu. Et je trouve que le symbole le plus fort, c'est ce match contre Dallas en fin de saison. Un match qui sportivement n'avait presque plus de poids, sauf que Victor est touché au côté. Malgré ça, il joue 26 minutes pour sécuriser son 65e match qualificatif. Dit comme ça peut sembler un peu absurde, mais en réalité, l'enjeu était énorme, parce que derrière, il devient défenseur de l'année à l'unanimité, il entre dans la All Defensive First Team, dans la All NBA First Team, et il verrouille une saison qui change son CV à jamais. À 22 ans, il ajoute déjà des lignes que beaucoup de très grands joueurs n'ont jamais eues. Maintenant attention, je suis pas en train de dire qu'il a été égoïste et qu'il n'a pensé qu'à lui dans cette histoire. Ce serait beaucoup trop facile et franchement pas juste. Les Spurs avaient aussi intérêt à ce qu'il soit reconnu. Un Wemby DPOY unanime, All NBA First Team candidat MVP, ça change la perception de ta franchise, ça donne du sérieux au projet, et pour Victor, symboliquement, c'était énorme, montrer qu'il pouvait tenir une grande saison NBA complète, donc oui, je comprends qu'il soit allé au bout. Le truc, c'est que l'intensité d'une saison NBA te fait payer chaque effort supplémentaire. Sur le papier, ces minutes de saison régulière ne paraissent pas folles, autour de 29 minutes par match, pour une superstar, c'est pas énorme, sauf que, encore une fois, toutes les minutes ne se valent pas. Wemby porte la défense, structure l'attaque, attire les aides, protège le cercle, couvre les erreurs, et son corps n'est pas celui d'un joueur lambda. Donc chaque match ajouté, surtout quand t'es diminué, surtout en fin de saison, surtout quand t'as déjà peu de marge, peut laisser des petites traces physiques que tu ne remarques pas tout de suite. C'est ça qui est cruel, quand tout le monde célébrait sa saison historique, personne ne regardait vraiment la facture. On parlait du DPOY, de la sélection All-NBA, de la course au MVP, du retour des Spurs au premier plan, et normal, c'était magnifique, mais quelques semaines plus tard, quand tu le vois manquer de fraîcheur, de lucidité, de contrôle dans les moments tendus des finales, tu te demandes forcément si cette saison menée à fond n'a pas laissé plus de traces qu'on ne voulait le voir. Maintenant, je vais pas dire non plus que toute sa fin du match 2 dépend de sa saison régulière, ça ce serait pas vrai. Personne ne peut dire que s'il avait raté un match en avril, il aurait mis ce shoot en juin, impossible. Par contre, on peut parler d'accumulation. Une saison historique demande des sacrifices, jouer pour sécuriser les trophées, rester éligible, maintenir son statut, cocher toutes les cases, ça a un coût physique et mental, et parfois ce coût apparaît 2 mois plus tard, dans les jambes lourdes d'un money time de finale.
La vraie leçon, elle est peut-être là pour la suite pour Wemby. Les trophées, évidemment que c'est pas le problème, ils sont mérités, ils sont historiques, ils comptent, mais rien n'est gratuit dans une saison NBA. Cette année, Wemby a voulu tout cocher, disponibilité, domination, trophée, statut, histoire, et là, peut-être que les Spurs commencent à voir la contrepartie. Sauf que les finales NBA, elles vont pas attendre que Victor retrouve sa fraîcheur, c'est bien le souci. Tu peux être fatigué, touché, frustré, avoir besoin de souffler, le calendrier, lui, avance, et aujourd'hui, la situation est brutale. Les Knicks mènent 2-0 en ayant gagné les 2 premiers matchs à San Antonio. Les Spurs avaient l'avantage du terrain, résultat, ils partent à New York sans la moindre victoire. Là, on n'est plus sur une petite alerte, un retard de 0-2 en finale NBA, c'est déjà énorme. Oui, certaines équipes sont revenues d'un 2-0, mais le problème, c'est que là, les Spurs ont perdu leurs 2 premiers matchs à la maison, et ça, quand c'est arrivé, jamais personne n'a gagné le titre derrière. Donc là, San Antonio ne court pas juste après New York, San Antonio court après l'histoire. Devant les Spurs, maintenant, il y a un mur immense, et ce mur-là, il s'appelle le Madison Square Garden. La série part maintenant à New York dans une salle qui attend ça depuis des décennies. Les Knicks sont à 2 victoires de leur premier titre depuis 1973. Ils restent sur 13 victoires de suite en play-off et le Game 3 au Garden s'annonce irrespirable. Pour un groupe aussi jeune que les Spurs, réagir là-bas ne sera pas juste une question d'ajustement tactique. Il faudra encaisser une ambiance et une pression que beaucoup n'ont encore jamais connues. Et le pire pour San Antonio, c'est que ces Knicks-là ont semble-t-il déjà trouvé de vraies réponses pour gêner ces Spurs. Sur les 2 premiers matchs, New York n'a pas toujours tout contrôlé, ils ont même failli exploser dans le 4e quart-temps du Game 2, mais les possessions qui comptent, ils les ont gagnées. Les Spurs ont connu des runs, des moments d'énergie, des séquences où le match pouvait basculer. Les Knicks, eux, ont gardé plus de maîtrise dans les moments qui comptent le plus. Dans ce rapport de force d'ailleurs, impossible de ne pas parler en bien de Karl-Anthony Towns. Pour l'instant, il faut le dire, Kat a l'avantage dans le duel des intérieurs. Wemby n'est pas mauvais, mais Towns lui pose un problème affreux. Mobilité, spacing, lecture. Sur le Game 2, il met 21 points, prend 13 rebonds, délivre 4 passes à 8 sur 12 au tir et 3 sur 5 à 3 points. Il marque, mais il fait surtout bouger toute la défense. Il s'écarte, attire Wemby loin du cercle et San Antonio doit se réorganiser en permanence. Pour Victor, je vais pas y aller par 4 chemins, ce profil-là c'est un vrai poison. Parce qu'un intérieur classique, Wemby peut le contrôler près du cercle. Kat, lui, le force à décider loin de sa zone naturelle, sortir sur le tir, protéger la peinture, aider, revenir. Et derrière, les Knicks sont aussi Mitchell Robinson pour lui mettre encore du physique, du contact, de la taille. Donc même quand Kat souffle, Victor ne respire jamais vraiment. C'est ça en fait, New York a vraiment trop de relais pour tout réduire à Jalen Brunson. Brunson fait un Game 2 assez dégueulasse au global, on l'a dit, sauf que dans la dernière minute, il reste froid, et quand lui n'est pas propre, Bridges peut cumuler 20 points, 6 rebonds, 6 passes, Anunoby peut punir, Shamet peut rentrer des tirs, les Spurs ne peuvent pas juste limiter Brunson et être tranquilles. Résultat, la marge d'erreur de San Antonio est désormais devenue minuscule, infime, presque inexistante. Wemby peut être fatigué, Fox ne peut pas être à 100%, les jeunes peuvent encore apprendre, tout ça c'est vrai, mais les finales ne ralentissent pas, à 0-2, chaque possession ratée devient plus lourde, chaque mauvais choix peut compter double, les Spurs ne peuvent plus se contenter de bien jouer par séquence, ils doivent répondre tout de suite dans l'environnement le plus hostile possible. Maintenant, malgré tout ça, si on pense plus loin, je veux être clair, je suis pas inquiet pour Wembanyama et la suite de sa carrière. Il a 22 ans, il est déjà en finale NBA, il sort d'une saison historique, donc non, on ne va pas faire un grand procès débile sur la suite parce qu'il a raté une fin de match en étant épuisé. Par contre, ce qu'il vit là, c'est un vrai test. Arriver en finale, c'est dur, gagner une finale, c'est encore un autre monde. Ce qui est troublant en revanche, c'est que c'est vrai que cette dernière marche lui échappe souvent. Avant son arrivée en NBA, Victor perd la finale de Betclic Elite avec les Mets 92 contre Monaco. En 2024, il perd la finale olympique contre Team USA à Paris. Cette saison, il perd aussi la finale de NBA Cup avec les Spurs. Et aujourd'hui, San Antonio est mené 2-0 en finale NBA. Je vais pas vous sortir une histoire de malédiction, on va se calmer, mais il y a quand même un truc. Wemby arrive déjà souvent très loin dans ses parcours, et c'est fort à son âge. Juste que pour l'instant, à 22 ans, la dernière marche est difficile à franchir en tant que professionnel. Après, si on regarde l'autre côté de la médaille, c'est aussi le signe de son niveau déjà énorme. Parce que la plupart des joueurs de 22 ans ne perdent pas de finale, ils les jouent même pas. Lui, il connaît déjà des matchs pour un titre en club, en sélection, en NBA Cup, et maintenant en finale NBA. Cette série de défaites raconte donc aussi son niveau. Il est déjà invité à des rendez-vous où beaucoup ne mettront jamais les pieds. Le revers, c'est qu'il apprend dans la lumière. Chaque erreur devient virale, chaque tir raté devient un symbole. Le Game 2, c'est exactement ce type de leçon. Wemby ne se cache pas, il fait une super deuxième mi-temps. Mais ensuite, le match lui demande autre chose. Calmer le tempo, gérer l'émotion, ne pas se précipiter. Victor l'a dit lui-même, il doit être plus mesuré dans ses émotions, ni trop haut, ni trop bas. Et pour moi, c'est peut-être ça, sa prochaine étape. C'est pour ça que maintenant, les 3 jours de repos avant le match 3 vont énormément compter. Oui, il doit récupérer, dormir, soigner les bobos, retrouver de la fraîcheur, mais il doit aussi récupérer dans la tête, digérer la balle perdue, digérer le tir raté, digérer le 0-2, ne pas arriver au Garden en voulant tout réparer en une possession. Parce qu'une réponse mature, c'est pas forcément une réponse furieuse. Parfois, c'est juste ralentir, respirer, choisir le bon tir, faire davantage confiance au jeu. Au fond, je pense qu'elle se situe un petit peu autour de ça, la conclusion de cette vidéo. Wembanyama prend une leçon que les finales donnent presque à tout le monde un jour. Le talent, à ce niveau-là, ça ne suffit plus. Il faut rester lucide quand l'ambiance devient irrespirable, garder le corps et la tête ensemble
ensemble dans les 20 dernières secondes. Il aura le temps d'apprendre évidemment, mais les Spurs, eux, n'ont plus beaucoup de temps cette saison. S'ils retrouvent un peu de fraîcheur et de lucidité, San Antonio peut encore rester en vie, sinon ça peut tourner court très vite cette finale NBA pour Wemby. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez surtout. Cette fin de match pour vous, c'est une erreur de jeunesse, trop d'accumulation de fatigue ou alors un peu des deux? Et selon vous aussi, est-ce que les Spurs peuvent encore retourner le cours de cette finale en revenant d'un 2-0? Dites-moi tout ça en commentaire, vraiment n'hésitez pas, je suis très curieux d'avoir vos retours et vos pronostics. Ensuite, bien sûr, si vous avez kiffé la vidéo, pensez à la booster, ça aide énormément dans l'algorithme. Enfin aussi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je pense que ces finales NBA n'ont pas encore tout à fait terminé de nous rendre fous. Allez, merci pour tout la team, merci pour votre écoute, nous, on se retrouve direct juste en dessous dans la section commentaires.